Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un point de règlement NBA totalement méconnu, et pour cause, la Ligue n'a pas eu à y faire appel. Il s'agit de la Disaster Draft. Mais qu'est-ce que c'est la Disaster Draft? Avant de vous expliquer en détail, on va vous raconter une histoire qui aurait pu tourner au drame. Vous allez vite voir où on veut en venir. Alors flashback en ce jour du 18 janvier 1960. Après une défaite contre les Saint Louis Hawks de Bob Pettit, les Minneapolis Lakers d'Elgin Baylor, Rudy Larousseau et Slick Leonard, derniers finalistes en NBA, ont prévu de rentrer à la maison par la voie des airs. La météo n'est pas bonne et le décollage prend du retard. Entre les pilotes, les joueurs, le staff et les familles, 22 personnes sont enregistrées pour ce vol dans un DC-3 des années 30 en direction de Minneapolis. Des réflexions prennent place et tout le monde est redirigé porte 13. Les superstitieux retiendront le signal. Chacun prend alors place à bord de ce vol qui déjà avait 2 heures de retard. C'est une trentaine de minutes après le départ qu'arrive ce qui aurait pu se transformer en situation dramatique. L'avion, perdu dans une tempête de neige, dévie complètement de son itinéraire et consomme son essence de façon inquiétante. Nous étions en train de jouer aux cartes, puis tout à coup les lumières se sont éteintes, et il a commencé à faire très froid. Pendant un long moment, le pilote n'a rien dit, et tout le monde voulait savoir ce qui se passait. En raison d'une panne électrique généralisée, plus rien ne fonctionne dans l'appareil. Radio et boussole notamment sont hors circuit, et retourner à Saint-Louis n'est donc pas une option. La ville est trop grande, trop peuplée, impossible de retrouver l'aéroport et de se poser en sécurité sans un guidage externe. Dans ces moments, pas le choix, c'est l'improvisation qui prend place. Le pilote décide donc de passer au-dessus de la tempête en prenant pour repère l'étoile polaire. C'est bien, sauf que jamais il ne réussit à se débarrasser de la neige, il dirige son appareil complètement à l'aveugle. La situation prend alors des allures incroyablement dramatiques. Volant à une altitude bien plus élevée que prévu, sans chauffage, l'appareil voit sa température chuter. Le sol de l'engin commence même à se recouvrir de glace. Seules les lueurs des cigarettes des passagers paniqués apportent encore une once de lumière. Tout le monde essaye de se réchauffer, se réunit et se couvre avec ce qu'il trouve. Couverture, draps, vêtements, journaux, tout y passe. Beaucoup prient alors à voix haute, sûrs et certains qu'ils vont y passer. On était assis l'un à côté de l'autre avec le Yotomi Hawkins et nous avions une couverture sur la tête. Il me demandait si je pensais que nous allions mourir et je lui disais que non. Pire encore, l'un des pilotes doit même ouvrir une fenêtre du cockpit pour débarrasser la vitre avant de la neige. Et oui, les essuie-glaces évidemment étaient eux aussi hors circuit. Pourtant, armé d'un casque et de lunettes de protection, il se retrouve avec la moitié du visage gelé. Ouch. Le temps passe à cette altitude imprévue et la tempête se calme enfin. La visibilité revient. La situation est-elle sauvée? Non, car en parallèle, tout le monde se rend bien compte que l'essence commence à manquer. Cela faisait déjà 5 heures que l'avion avait pris son envol et les réserves de carburant n'étaient absolument pas prévues à cette époque pour permettre à un DC-3 de rester aussi longtemps dans les airs. Conscient qu'en restant à cette altitude, tout le monde allait mourir de froid ou alors tomber de très très haut, les pilotes commencent à envisager une descente progressive. Les lumières d'une ville font alors leur apparition. Si cela pouvait paraître rassurant dans un premier temps, ça ne l'était pas tant que ça. Comme c'était le cas pour Saint-Louis, il ne fallait surtout pas s'écraser dans un endroit peuplé où les possibilités d'atterrissage étaient réduites. Alors le pilote, dans un dernier effort, réussit à redresser l'avion et à le faire remonter. C'est là qu'il tente le tout pour le tout. Il repère une autoroute et décide de la suivre afin de trouver aux alentours un endroit où se poser, malgré les nombreux lacs et collines. Le pilote nous a dit « Écoutez, je vais nous poser. Je crois que j'ai vu un champ où nous pourrions atterrir. Je vais essayer de descendre. » Et il demandait à tout le monde de se tenir prêt. Sauf que tout n'est pas si simple. Des fils électriques, de nombreux arbres et un château d'eau mettent définitivement la vie de tous les passagers en danger. Les pilotes doivent plusieurs fois faire le tour du champ en hauteur pour trouver un angle d'atterrissage sécurisé. C'est chaud. Ils entament donc plusieurs tentatives mais changent d'avis au dernier instant. Sauf qu'arrive le moment où il n'y a plus le choix. Les réserves sont vides, il faut atterrir. Dans ces moments, votre vie défile sous vos yeux. J'avais 3 enfants en bas âge. Beaucoup de choses traversent alors votre esprit, mais je n'ai jamais pensé que nous allions mourir. À ce moment, le pilote prend son courage à deux mains et tente sa chance. Banco, l'atterrissage est effectué avec succès dans une douceur étonnante au vu des circonstances. Les Minneapolis Lakers se retrouvent alors au beau milieu d'un champ de maïs dans la ville de Carroll recouvert de neige. Il est environ 1h du matin. Elgin Baylor, pendant ce temps, est toujours allongé au sol comme c'était le cas depuis plusieurs minutes. Le mec affirmait que s'il devait mourir, autant qu'il passe ses derniers instants dans une position confortable, épique. L'avion a glissé entre les épis de maïs, puis d'un coup, nous nous sommes arrêtés. Et l'un des pilotes a ouvert la porte du fond. Nous sommes sortis et nous étions dans ce champ avec de la neige jusqu'au torse. Tout le monde était heureux et ça s'est transformé en bataille de boules de neige. Le talent et le sang-froid des pilotes ont donc beaucoup joué, mais la chance fut elle aussi au rendez-vous. À peine quelques mètres plus loin de là où l'avion s'était stoppé, se situait une gorge d'une profondeur immense. Il s'en est fallu de peu pour que l'engin ne la dévale avant d'exploser. Les autochtones, alertés par le bruit, arrivent alors tous pour secourir les passagers. Ils réunissent tout le monde dans des voitures afin que chacun puisse aller se réchauffer en ville. Le coach Jim Pollard raconte que son chauffeur n'était autre que le croque-mort du coin. Il lui présente alors ses excuses en rigolant et lui disant qu'il était désolé de ne pas
pas lui avoir apporté de boulot ce soir-là. Au final, l'équipe est réunie dans un bar de Carroll pour fêter dignement à base de café chaud et de whisky le fait d'être encore en vie. Quelques jours plus tard, tout le monde rentre à Minneapolis par le même avion, bien entendu réparé. Si beaucoup au départ étaient très craintifs, à juste titre, ils n'eurent pas le choix, et ce vol-là se déroula sans encombre. Petite anecdote, 2 ans plus tard, alors que les Lakers avaient déménagé à Los Angeles, l'équipe fut amenée à reprendre l'avion pour un match d'exhibition. L'engin volant a tout de suite paru familier à Elgin Baylor. Quand le joueur est allé voir le propriétaire du DC-3, lui demandant où il l'avait obtenu, ce dernier lui répondit qu'il l'avait acheté à un certain Bob Short, qui lui-même était propriétaire des Minneapolis Lakers quelques années plus tôt. Baylor avait reconnu cet engin de la mort. L'ailier, comme les 21 autres personnes présentes à l'époque à bord de l'appareil, n'était donc pas prêt d'oublier cette expérience traumatisante qui, heureusement, s'est bien terminée. Ouf, sauf que comme on vous l'a dit en début de vidéo, ce genre d'événement a poussé la NBA à élaborer un plan. Comment agir concrètement si un tel incident devait à nouveau avoir lieu et cette fois-ci coûter la vie à toute une équipe? Cela est d'ailleurs déjà arrivé dans d'autres sports. En 1949, 18 joueurs du club de foot du Torino décédaient dans un avion au moment de l'atterrissage. 10 ans plus tard, 20 personnes, dont 8 joueurs de Manchester United, perdaient la vie dans un crash d'avion après un décollage raté. Les exemples sont malheureusement nombreux. Plus récemment, en 2017, l'avion du Thunder, qui s'en est sorti sans encombre, vit son nez complètement endommagé à la suite d'une probable collision avec un oiseau. Impossible de le nier, quand l'on fait du sport de haut niveau, les déplacements sont monnaie courante, et ceux-ci comportent des risques. La NBA s'est donc penchée sur cette situation et a décidé d'introduire le principe de disaster draft que nous allons vous expliquer. Mais avant ça, est-ce que vous êtes abonné à la chaîne? Près de 80% des gens qui nous regardent sont non abonnés, c'est quand même dommage, non? Alors aidez-nous à aller de l'avant et permettez-vous de ne rien manquer en cliquant sur ce bouton rouge. C'est gratuit, c'est du gagnant-gagnant, alors ne vous privez pas, et tant qu'à faire, allez faire la même chose sur la chaîne du 6ème homme. Allez, après cette petite parenthèse nécessaire, revenons à notre histoire. Si un tel drame se produisait aujourd'hui en NBA, que se passerait-il? Eh bien, comme dans la plupart des sports pro, prendrait place cette fameuse disaster draft. Cette règle peut être invoquée dans le cas où une catastrophe se produirait dans une équipe et qu'elle perdait au moins 5 joueurs, ou qu'au moins 5 en sortaient handicapés. Dans une situation aussi dramatique, pas question que la franchise disparaisse. C'est pour qu'elle continue d'être un minimum compétitive que se tiendrait la disaster draft. Le principe ressemble un peu à l'expansion draft quand une nouvelle équipe arrive en NBA et qu'elle peut piocher des joueurs dans les autres équipes de la ligue. Cependant, certaines règles varient un peu. Voilà ce qui est inscrit dans le règlement à ce jour. Les 29 autres franchises protègent 5 joueurs, qui ne peuvent pas être sélectionnés. Normal, autrement ce serait trop facile de se faire une équipe de All-Star. L'équipe concernée peut choisir au maximum un joueur dans chaque équipe pour recomposer son effectif, tout en respectant les règles du salary cap. Enfin, l'équipe décimée obtient le premier choix de la prochaine draft, en plus des choix qu'elle possédait déjà. Même s'il paraît compliqué de se composer une équipe capable de jouer le titre dans ces conditions, il y aurait quand même potentiellement moyen de se faire une team qui tient un minimum la route. Mais pour conclure, si une franchise était amenée à vivre un tel désastre, ce ne serait qu'une très maigre consolation. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme afin d'obtenir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent juste sous vos yeux.